Bienvenue sur Mediapart Live si vous nous rejoignez. Nous poursuivons notre émission ce soir avec notre séquence Retour sur enquête. Et dans un premier temps, nous allons revenir sur ce qu'on appelle communément l'affaire Benalla, puisque suite à différentes révélations publiées dans Mediapart à la fin du mois de décembre et en ce début d'année, une commission, la commission des lois au Sénat, qui enquête sur l'affaire Benalla, a repris aujourd'hui même ses auditions, grâce donc à des informations que nous avons publiées, sur lesquelles ont travaillé Marine Turki et Antoine Rouget, qui travaillent sur l'affaire Benalla depuis de longs mois et qui vont nous expliquer ce soir comment ils travaillent, ce qu'ils ont révélé et pourquoi nous mettons autant d'énergie depuis autant de mois à essayer de vous expliquer les enjeux de cette affaire et autour de ce personnage. Puisque c'est un feuilleton à épisodes et à nombreux rebondissements et que certains de nos lecteurs ne comprennent pas forcément les enjeux qui nous paraissent absolument décisifs de cette affaire. Alors, premier volet de ces révélations, c'est des articles publiés à la fin de l'année, le 27 décembre précisément, où nous avons révélé dans Mediapart que Alexandre Benalla avait utilisé, en dépit de son départ de l'Élysée, des passeports diplomatiques. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi il s'agit, Antoine ? Donc voilà, donc le 27 décembre, effectivement, nous avons révélé que Alexandre Benalla, qui est reconverti dans le privé depuis qu'il a été démis de ses fonctions au cabinet du président de la République. Il était adjoint du chef de cabinet du président de la République avec des fonctions un petit peu aléatoires. D'ailleurs, les premières auditions à la commission d'enquête du Sénat ont laissé apparaître le trouble finalement autour des fonctions d'Alexandre Benalla. Et depuis, il est reconverti dans le privé, il voyage beaucoup. Et au cours du mois de décembre, il y a eu déjà une série de révélations, notamment dans Le Monde, expliquant comment Alexandre Benalla allait voir des chefs d'État en Afrique. Voilà, il négociait des contrats avec des pays étrangers. Voilà, on ne savait pas trop ce qu'il fabriquait. Et nous, on s'est rendu compte avec Fabrice Arfi, on l'a révélé le 27 décembre, qu'en fait, notamment pour entrer au Tchad et pour aller rendre visite au président Idriss Déby, il a utilisé un passeport diplomatique. Donc c'est un passeport pas comme les autres, finalement, avec la mention de la présidence de la République. Effectivement, il faut travailler auprès du président pour pouvoir bénéficier de ce document. Et surtout, il y a une mention qui est explicite sur ce passeport et qui dit que finalement, la France demande à son pays allié ou ami d'accorder l'aide et la protection pour le ressortissant qui rentre dans le pays avec ce passeport. Donc c'est un document extrêmement fort. Symboliquement, évidemment, quand les autorités d'un pays voient entrer un ressortissant français avec un passeport diplomatique, ils ont l'impression d'avoir en face d'eux un émissaire de la présidence de la République. Donc, les révélations autour de ce passeport diplomatique étaient extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. Ça voulait dire que finalement, Alexandre Benalla pouvait entretenir le flou, finalement, sur le lien qu'il continuait à avoir avec Emmanuel Macron et les raisons pour lesquelles il se rendait dans les pays qu'il a visités. Pourquoi il avait des passeports diplomatiques, Alexandre Benalla ? Déjà, quand il était à l'Élysée, ça ne paraît pas une évidence. Pourquoi, vu son poste et sa fonction, il disposait de passeports diplomatiques ? Il organisait les déplacements d'Emmanuel Macron, y compris à l'étranger. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il justifie avoir eu des passeports diplomatiques. Il faut savoir qu'il en a eu plusieurs déjà. Effectivement, nous on a interrogé des ministres, des anciens collaborateurs qui nous disaient que c'était déjà pas forcément nécessaire qu'il ait des passeports diplomatiques, mais en plus il en a eu plusieurs. Là le nombre ne cesse d'augmenter, on rentrera peut-être dans les détails tout à l'heure, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a senti déjà l'utilité d'en avoir et assez tôt. Il en a d'abord eu un en 2017 pour une année et puis assez rapidement il a fait la demande d'en avoir pour les 5 ans parce que son contrat de travail étant lié au quinquennat d'Emmanuel Macron, il a clairement mentionné le besoin pour lui d'en avoir pendant 5 ans, ce qui est très étonnant dans cette histoire et d'ailleurs qui est au cœur des interrogations de la commission d'enquête du Sénat. C'est la raison pour laquelle ils ont convoqué aujourd'hui le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. C'est la question centrale autour de ça, c'est pourquoi on n'a pas demandé la restitution à Alexandre Benalla de ses passeports diplomatiques, ou en tout cas, même si on les a demandés, pourquoi on n'a pas mis en œuvre des mesures coercitives visant à ce que M. Benalla les restitue,
ou en tout cas ne puisse plus les utiliser. Puisque, on le rappelle, donc Alexandre Benalla a été licencié officiellement de l'Élysée suite à la première affaire Benalla et donc aux violences du 1er mai. Et donc, normalement, en quittant l'Élysée, il aurait dû rendre tout ce qui était lié à sa fonction. Surtout que c'est une affaire qui a quand même empoisonné déjà la vie de l'Élysée et la vie de la majorité présidentielle tout l'été. On avait beaucoup d'échos à ce moment-là, et notamment il y a eu des déclarations publiques disant maintenant effectivement on va faire place nette autour de cette affaire et il n'y aura plus aucune ambiguïté sur les liens qui unissent Alexandre Benalla, sur la possible ou la protection dont il a bénéficié après les violences du 1er mai. Et comme l'ont rappelé les sénateurs aujourd'hui, ils ont clairement dit au directeur de cabinet de l'Élysée, attendez, vous laissez le passeport diplomatique à Alexandre Benalla, c'est pas n'importe qui. C'est pas un collaborateur, ah tiens, on oublie, c'est vrai, il avait un passeport diplomatique. Là, clairement, on imagine bien qu'il y a une vigilance accrue autour de la personne d'Alexandre Benalla, surtout quand on voit l'ampleur qu'a pris l'affaire des violences du 1er mai cet été. Donc, au cœur des interrogations, en fait, tout ça vient dans le prolongement quand même. Il faut, si on élargit la focale et si on regarde vraiment la séquence depuis le mois de juillet, finalement, on voit qu'il y a une succession d'actes ou d'une forme d'indulgence. D'ailleurs, le président de la République a utilisé ce mot à la Maison de l'Amérique latine quand il a demandé à la justice d'être indulgente envers son ancien collaborateur. Et les passeports, le maintien finalement des passeports diplomatiques vient s'inscrire dans tout ce processus. Parce qu'on a cru à un moment que la défense a été, on ne savait pas, la défense du Quai d'Orsay, on l'apprend, etc. Ça tient, cette défense, que Benalla ait pu utiliser ses passeports diplomatiques sans que personne ne soit au courant? Il faut savoir que aujourd'hui, d'ailleurs, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron nous dit finalement, en fait, on sait a posteriori qu'il l'a utilisé une vingtaine de fois. Donc les sénateurs, à juste titre, ont demandé, mais comment vous le savez? Donc il est resté assez, je dois le dire, assez flou là-dessus, sur finalement le degré de connaissance qu'ils avaient de l'utilisation. Mais évidemment, quand on rentre dans un pays comme le Tchad, quand on rencontre le président Idriss Déby 10 jours avant un déplacement officiel d'Emmanuel Macron, on connaît la puissance du réseau diplomatique en France, on sait aussi qu'il y a des services étrangers, des services extérieurs, pardon, la DGSE, etc. Et on se demande bien à quel moment il y a pu y avoir des trous dans la raquette. Surtout que cette affaire, en fait, l'affaire Benalla depuis le début, c'est un ensemble de négligences, voilà. Donc on peut avoir sur certains éléments se dire effectivement il y a eu un dysfonctionnement, mais là on est sur une addition de dysfonctionnement absolument considérable et qui rend l'ensemble totalement invraisemblable. D'autant qu'on apprend aujourd'hui, hier soir, qu'il n'y a pas que ces 2 passeports en réalité, il y en a encore d'autres, c'est ça? On apprend donc grâce au Canard enchaîné qu'il y a eu que Alexandre Benalla avait aussi fait la demande d'un passeport de service. Donc là, c'est très intéressant parce que l'information était toute fraîche la veille de la commission d'enquête. Donc évidemment, Patrick Stroda, le directeur de cabinet du président, a dû s'expliquer là-dessus. Donc il dit je l'ai découvert comme tout le monde hier soir. D'ailleurs, il est assez significatif de noter que l'Élysée découvre tout dans la presse depuis le début de cette affaire. Donc Emmanuel Macron a des mots absolument et très dur contre la presse et la presse d'investigation, la presse indépendante. Mais si on ne lisait pas le Canard enchaîné, Le Monde au départ et Mediapart, on ne saurait absolument rien des activités de M. Benalla et des dysfonctionnements de l'Élysée. Donc on se demande bien quand est-ce que l'Élysée va enfin nous remercier de révéler tous ces dysfonctionnements et comment fonctionne la présidence de la République. Cela étant dit, donc il y a eu une enquête interne. Patrick Stroda dit que ce matin, il a eu des explications sur ce passeport de service. Et là, c'est lunaire. Il nous explique que la demande a été faite en juin 2018. Donc après les événements du 1er mai. Il faut savoir quand même que après les violences du 1er mai, Alexandre Benalla a fait l'objet de 2 sanctions. Une suspension de 15 jours qui était évidemment absolument légère par rapport aux faits. Et l'Élysée avait expliqué lors des précédentes auditions de la commission d'enquête que le périmètre d'action d'Alexandre Benalla avait été réduit et qu'il ne s'occupait plus des déplacements à l'étranger. Mais il faut quand même un passeport de service. Donc là, il y a une incohérence absolument majeure. Et selon ce qu'a expliqué Patrick Stroda tout à l'heure en commission, ce qui a quand même abasourdi tous les sénateurs et je pense les téléspectateurs devant leur écran de télévision, c'est que
Ils ont découvert qu'il y avait une lettre du chef de cabinet, donc le supérieur hiérarchique d'Alexandre Benalla, adressée au ministère de l'Intérieur pour avoir un passeport de service, mais que le chef de cabinet aurait reconnu ne pas avoir rédigé cette lettre. Il a dit, c'est pas moi qui l'ai rédigée, elle a mon nom, mais en fait, quelqu'un a falsifié mon identité ou volé mon identité. Donc l'Élysée soupçonne Alexandre Benalla d'avoir utilisé une lettre en tête du chef de cabinet, mais que le chef de cabinet n'a pas rédigé. Donc le directeur de cabinet du président de la République a annoncé devant les sénateurs avoir saisi le procureur de la République ce matin à la découverte de cette annonce grâce à l'article du Canard enchaîné pour l'alerter sur la falsification de documents au sein de l'Élysée. C'est absolument dingue. Et on passe l'épisode du téléphone chiffré qu'Alexandre Benalla a continué également à posséder jusqu'au 11 janvier et la manifestation finalement de son avocate qui a écrit à l'Élysée en disant au fait, je vous signale que mon client a également un téléphone chiffré Théorème. Donc c'est un dispositif de l'entreprise Thales qui n'est pas secret défense, mais qui permet d'avoir des conversations confidentielles chiffrées. Et donc c'est évidemment un appareil crucial dans les relations à l'Élysée. D'accord. Alors, bon, on en revient toujours un peu à la même question avec Benalla. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est la relation Macron-Benalla qui est la clé de tout ça? Comment tu expliques ils ont continué à échanger, comme Alexandre Benalla nous l'a dit dans un article publié fin décembre, où il nous donne sa version des faits, et où il nous dit, bah oui, en fait, moi, c'est vrai ce que vous avez dit sur les passeports, mais en réalité, moi, tous mes déplacements, j'en rendais compte. J'envoyais des rapports, notamment au plus haut niveau, sous-entendu à Emmanuel Macron, et de cette manière, on a cessé d'échanger depuis lors sur le sujet. Évidemment, nous, on prend avec beaucoup de prudence les déclarations d'Alexandre Benalla, qui nous a quand même expliqué quand on avait révélé une photo où il utilisait une arme à feu alors qu'il n'en avait pas le droit, que c'était d'abord un photomontage et ensuite un pistolet à eau. Donc on prend beaucoup de prudence sur ce qu'il peut nous dire. Par contre, ce qui est sûr, et là je trahis aucun secret, c'est que nous, évidemment, on travaille sur la relation entre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron. Il y a une clé de compréhension dans cette affaire. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une série de dysfonctionnements. Enfin là, on n'en est plus au stade des dysfonctionnements ou de négligence qui est absolument impossible à ce niveau et à ce niveau de responsabilité. Et donc, on a de bonnes raisons de croire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a écrit ce que nous disait Benalla, qu'effectivement, le président et lui ont échangé régulièrement pendant des mois et des mois après le départ d'Alexandre Benalla de l'Élysée. On n'attend pas évidemment les déclarations d'Alexandre Benalla pour commencer à travailler là-dessus. On a rencontré beaucoup d'acteurs dans ce dossier, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Et donc, ce qui nous permet d'avoir énormément d'informations sur les différents volets de cette affaire. Et finalement, la parole d'Alexandre Benalla vient confirmer un certain nombre d'éléments que nous avions. Et d'ailleurs, ceci n'a pas été contesté. C'est-à-dire que dans l'entourage, etc., on admet et on finit par admettre. L'Élysée a fini par l'admettre. Notamment sur le fameux épisode des SMS. Donc où Fabrice Arfi interroge Alexandre Benalla qui dit voilà, j'échange des messages sur la messagerie Telegram qu'utilise le président de la République régulièrement, sur les gilets jaunes, sur un peu tout et n'importe quoi. Donc nous, ça vient finalement étayer ou confirmer un certain nombre d'éléments d'enquête qu'on avait déjà auprès de proches finalement des deux hommes, et l'Élysée dément. Voilà. Il n'y a pas d'échange entre le président de la République... La réponse de l'Élysée à ce moment-là, à Fabrice Arfi, c'est la réponse, c'est non. Non, il n'échange pas. Et puis après, c'est intéressant parce que l'Élysée va changer de version en reconnaissant quand même 2 messages. Donc il y a une contradiction manifeste. Et d'autant que le 24 décembre encore, l'entourage d'Emmanuel Macron explique au monde qu'il n'y a plus de contact, ce sont exactement les propos, il n'y a plus de contact entre la présidence et Alexandre Benalla. Et en fait, ils reviennent en arrière, donc... Voilà, donc en fait, cette histoire des SMS, elle est intéressante à plusieurs titres, mais notamment de ce qu'elle dit des contradictions dans la communication de l'Élysée. On dément, il n'y a pas d'échange entre le président de la République et Alexandre Benalla, puis on reconnaît 2 messages, alors qu'un mois plus tôt, on a dit qu'il n'y avait plus de contact entre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron. Donc effectivement, nous, on avait quand même un certain nombre d'éléments depuis des mois qui laissaient penser qu'il y avait des échanges, et c'est Alexandre Benalla aussi qui l'a confirmé lui-même, en faisant état d'échanges réguliers sur Telegram. Hier encore, Le Monde évoque ces SMS dans son article. Et alors, donc, on en vient au deuxième aspect, au deuxième volet de nos révélations.
puisque Alexandre Benalla, là aussi, sa parole est en cause, puisqu'il avait dit qu'il n'avait pas d'activité à titre privé, qu'il ne se servait pas de ses titres, etc. Et en fait, on a découvert qu'Alexandre Benalla était lié à un contrat qu'on appelle ici le contrat russe. Mais alors peut-être qu'il faut revenir d'abord à l'origine de ce contrat, où il va être, on va découvrir un lien entre lui et des activités très particulières. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Pour comprendre, effectivement, il faut remonter au mois de décembre, et à notre premier article sur l'affaire du contrat russe, on révèle au mois de décembre qu'un oligarque russe, Iskander Marmoudov, très proche de Poutine, très fortuné, évidemment, rémunère à hauteur de moins 300 000 euros un proche d'Alexandre Benalla, le gendarme Vincent Kras, qui est, à l'époque est adjoint à la sécurité du parti présidentiel LREM. Il le rémunère 300 000 euros pour un contrat qui consiste à assurer la protection des biens de Marmoudov en France et puis la protection de sa famille. Le contrat est exécuté par un groupe de sécurité, Velour, dont on a beaucoup parlé, parce qu'Alexandre Benalla lui-même y avait travaillé en 2014-2015. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de ce contrat, on est en juin de 2018, quand ce virement de 300 000 euros est effectué. Ce contrat est réalisé alors même qu'Alexandre Benalla est encore à l'Élysée et que Vincent Kras, son ami, est lui encore en poste au parti présidentiel LREM. Et en plus, c'est pas n'importe qui, ce Iskander Marmoudov. Voilà, alors c'est un personnage, on l'a raconté, qui est très proche du pouvoir russe, il est proche de Poutine, il a fait sa fortune, il a la tête d'un empire industriel, notamment dans la métallurgie, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, il a 55 ans, il est d'origine ouzbek, mais... ça, c'est la face pile, mais pour l'autre face, l'autre revers de la médaille, c'est qu'il est soupçonné aujourd'hui par plusieurs magistrats européens d'être en lien avec l'un des pires groupes mafieux russes. C'est une enquête notamment déclenchée en Espagne en 2005 qui portait sur les activités de la mafia russe sur la côte méditerranéenne. Et puis, dans ce dossier a émergé le nom de Iskander Marmoudov. L'enquête a été entre-temps transmise au parquet russe à l'insu du procureur espagnol qui travaillait aussi sur ce dossier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle révèle, notamment avec des écoutes, l'implication, en tout cas le fait que Marmoudov figure dans les écoutes en lien avec des groupes mafieux. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement... Ce sont des informations publiques en plus, c'est-à-dire que Mediapart avait déjà écrit sur le sujet en 2016, je crois, si je ne me trompe pas. Donc au moment où le contrat est signé, Kras et Benalla ne peuvent pas ignorer le profil d'Iskander Marmoudov. En tout cas, les accusations dont il fait l'objet de manière tout à fait publique, effectivement. Notre article date de 2016, donc c'était déjà quelque chose qui était public. Donc effectivement, ces 300 000 euros vont vers la société de Vincent Kras, qui s'appelle Mars, et qui a été créée en août 2017. Et ce qui est intéressant, c'est la suite de l'histoire qu'on va justement révéler aujourd'hui sur Mediapart. C'est qu'en fait, il y a une autre société qui s'est créée dans la foulée de ce contrat. Au mois de septembre, on l'explique dans notre article aujourd'hui, au mois de septembre, Velour, qui assurait ce contrat de sécurité, clôt ce contrat, se retire, et au même moment se crée une autre société qui s'appelle France Close Protection. Alors, il y a des choses qui nous ont intrigués. D'abord, la domiciliation de cette société, domiciliée au même endroit que la société Mars de Vincent Kras, à Paris, rue de Penthièvre. Et puis, il y a aussi le nom, France Close Protection, qui nous a évidemment fait penser à Velour Close Protection, qui était une des filiales qui exécutait ce contrat russe. Et puis, il y a le personnage qui est derrière la création de cette société. Il s'appelle Johan Petit. Il a travaillé à Velour, mais il a surtout travaillé dans l'exécution du contrat russe. C'est lui qui a participé à la protection des biens et des proches de Marmoudov. On le retrouve à la tête de cette société fraîchement créée. Et la chronologie, elle est intéressante, puisque fin septembre, Velour se retire. Au même moment, se crée la société France Close Protection. Et au même moment... Et c'est un proche de Benalla, là, je t'interromps parce qu'on voit à l'image en fait que lorsque Benalla a été interrogé pour la première fois par la commission des lois, c'est la seule personne qui accompagne Benalla ce jour-là. Exactement. Si c'était son homme de confiance. Voilà, Benalla n'était accompagné que d'une personne, c'est Johan Petit, c'est un ancien militaire, il a 44 ans, et donc il a travaillé chez Velour, comme Benalla. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, avec la société France Close Protection, le nouvel employeur d'Alexandre Benalla. Et ça a été révélé par le Canard enchaîné il y a quelques temps. Benalla a touché au mois de novembre 12 000 euros de cette toute nouvelle société sur laquelle on travaille aujourd'hui. Alors on a posé la question à Alexandre Benalla. Est-ce qu'il y avait un lien entre lui et ce contrat russe ? Au mois de décembre, il nous répond il n'y a aucun lien entre Alexandre Benalla et Iskander Marmoudov, l'oligarque russe. Il parlait de lui à la troisième personne.
aujourd'hui, ne nous a pas répondu. Mais il y a des questions qui nous ont intrigués. Cette rémunération de 12 000 € au mois de novembre de la part de cette toute nouvelle société de Yoann Petit, est-ce que c'est lié au contrat russe ? Un acteur du dossier nous explique, dans cet article qu'on publie aujourd'hui, justement, que, selon lui, Alexandre Benalla lui-même a désigné et mis en relation Vincent Crass à la base, avec la société Mars, avec l'oligarque russe. Donc ce serait l'entremetteur déjà à la base. C'est ce qu'affirme cette source. D'autres sources nous affirment qu'il y aurait un lien entre le contrat russe et cette nouvelle société qui emploie Alexandre Benalla, France Close Protection. Donc là aussi, on a posé la question à Yoann Petit, qui ne nous a pas répondu. Vincent Crass ne nous a pas non plus répondu. Mais en tout cas, c'est sûr que la proximité de Yoann Petit et Alexandre Benalla est aussi une question aujourd'hui qu'on se pose. Il était, encore une fois, le seul à l'accompagner à la commission d'enquête au mois de septembre. Donc ils se connaissent et ils sont proches. Donc potentiellement, on pourrait avoir un Alexandre Benalla qui est encore en poste à l'Élysée, est en train de lier ou de présenter pour un contrat quelqu'un qui travaille à la sécurité de LREM, qui est très proche de l'Élysée et qui l'a été par le passé d'Emmanuel Macron, avec donc ce personnage, cet oligarque russe. La chronologie est intéressante, c'est pour ça qu'il faut insister sur les dates, quand se prépare un petit peu ce contrat et que la mise en relation est faite entre Marmoudov et Vincent Crass. Alexandre Benalla est encore à l'Élysée et Vincent Crass est encore en poste comme adjoint à la sécurité de LREM. Donc cette chronologie, elle est intéressante. Et puis surtout, encore une fois, le profil d'Iskander Marmoudov est extrêmement sulfureux aujourd'hui. Oui, c'est ce qui peut un peu affoler les sénateurs et les parlementaires, c'est-à-dire de découvrir que par ailleurs, Alexandre Benalla ou d'ailleurs Crass, qui ont à leur disposition des informations très importantes, ont une proximité avec ce personnage. Y compris dans la majorité, en fait, parce que s'il y a bien une certitude, c'est qu'au mois de juin, Alexandre Benalla et Vincent Crass, leur mission, c'est pour l'un de protéger le président de la République et pour l'autre d'assurer la sécurité du mouvement présidentiel. On est bien loin d'imaginer qu'à ce niveau de responsabilité-là, l'un ou l'autre soit en train de négocier un contrat de sécurité avec un oligarque proche de Poutine. On nous parle quand même régulièrement d'ingérence, etc. Là, il y a une question qui est dans la bouche de très nombreux parlementaires et des sénateurs. Et d'ailleurs, Vincent Crass et Alexandre Benalla vont être amenés à s'expliquer là-dessus lundi quand ils vont être auditionnés. C'est pour quelle raison Iskander Marmoudov fait le choix de cibler finalement ces deux personnes, ou l'une ou l'autre. Et quelles sont potentiellement les informations qu'auraient pu détenir l'un et l'autre, et est-ce qu'ils en ont potentiellement fait part à l'extérieur ? Enfin, on est évidemment sur des positions extrêmement sensibles. On parle régulièrement du lien qui pourrait unir Emmanuel Macron et Alexandre Benalla. Donc imaginons ce qu'un proche de Poutine peut envisager quand il essaye d'entrer en contact avec cette personne pour signer un contrat, alors même qu'il est encore à l'Élysée. C'est assez vertigineux comme situation. C'est vertigineux. Mais si on met même de côté la question de qui est Iskander Marmoudov, est-ce que c'est autorisé d'avoir ce type de business pour gagner autant d'argent quand on est en poste comme ça à l'Élysée ou à l'REM ? Non, évidemment, absolument pas. Surtout que Vincent Crass, il est à LREM, mais il est aussi dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Évidemment, tout ça est contrôlé. Alexandre Benalla, à l'Élysée, n'avait pas rempli de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ce qui avait déjà d'ailleurs donné lieu à des polémiques. Il était en dehors des radars, etc. Là, on nous explique aujourd'hui qu'il a fait une déclaration finalement tardive en sortant de ses fonctions au président de la Haute Autorité de la transparence pour la vie publique, Jean-Louis Nadal. Mais également, il doit passer par la commission de déontologie. C'est-à-dire qu'il est en position, en poste à l'Élysée, et avant de se lancer dans des activités privées, même aujourd'hui, il doit les faire valider par la commission de déontologie qui doit autoriser son passage dans le privé. Mais évidemment, lorsqu'il était en poste à l'Élysée, il doit se consacrer absolument à 100% à ses missions pour le président de la République et surtout se protéger de toute influence extérieure. Qu'est-ce qu'il dit, Vincent Crass, de ce contrat ? Vincent Crass a déclaré, donc nous, il ne nous répond pas. Il a déclaré, par contre, il a été interrogé par la commission d'enquête sénatoriale. Il a répondu par écrit, mais il sera auditionné lundi prochain. Mais il a répondu par écrit de manière assez habile,
que jusqu'en mai 2017, il n'avait pas eu d'activité privée connexe finalement à ces... Pourquoi il parle de mai 2017 ? C'est parce qu'il était le 1er mai avec Alexandre Benalla. Il est mis en examen d'ailleurs dans l'affaire des violences du 1er mai. Ils étaient ensemble en binôme quand ils ont frappé des opposants à Emmanuel Macron. Et il a été ensuite mis à pied. Enfin, il ne participe plus. Tu parles de mai 2017 ou mai 2018 Mai 2018, pardon. Mai 2018. Mai 2018. Et donc l'Élysée, comme sanction à l'encontre de Vincent Crase, a dit qu'il ne participerait plus finalement aux missions de protection, etc. Donc il était seulement sur la partie présidentielle, LREM. Et donc il a répondu d'une manière assez habile en disant moi, jusqu'en mai 2018, quand je finalement répondais de responsabilité autour du président de la République, je n'ai pas eu d'activité de sécurité privée à côté. Sauf qu'il faut savoir que le contrat et le virement datent de juin 2018, donc après la période qu'il évoque dans son courrier. Donc je pense que les sénateurs ne manqueront pas de l'interroger là-dessus. Et ce qui est assez étonnant dans tout ça, c'est que et Patrick Schroda, directeur de cabinet du président de la République, et Christophe Castaner, qui est ministre de l'Intérieur, mais aussi ancien délégué général de la République En Marche, donc employeur de Vincent Crase, aujourd'hui ont été interrogés sur le sujet. Ils ne connaissent rien. Ils sont sous-informés et ils demandent finalement, je pense qu'ils apprennent tout dans les articles de Mediapart. Donc là aussi, il y a un trou dans la raquette, si je puis dire, qui est encore absolument terrible et surtout qui interroge vraiment sur la manière dont fonctionne à la fois la présidence et le parti majoritaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces auditions lundi de Vincent Crase et d'Alexandre Benalla ? En tout cas, qu'enfin ils puissent répondre à des questions auxquelles ils n'ont pas répondu. Ça aurait été très facile pour Alexandre Benalla de répondre hier à nos questions, avant-hier, en nous disant voilà, moi, mes 12 000 euros rémunérés par France Protection, c'est pour telle chose. Non, je n'ai pas contribué à ce contrat. Non, je n'ai pas été désigné. Rien de tout ça hier. Aucune réponse d'Alexandre Benalla. Donc on espère effectivement que ces questions vont être posées. Il sera sous serment, il sera dans une commission d'enquête tout à fait publique et donc il ne peut pas se permettre non plus de faire n'importe quelle réponse. Donc il y aura des questions là-dessus qui devront être posées et auxquelles ils n'ont répondu à aucun moment, que ce soit Vincent Crase, que ce soit Yoann Petit ou que ce soit Alexandre Benalla. D'accord. J'ai l'intuition qu'on va se reparler ensemble de cette affaire Benalla un de ces jours prochainement dans Mediapart Live, mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y aura d'autres épisodes. On continue. Ok. Merci beaucoup. On arrête pour l'affaire Benalla et la seconde partie de cette séquence consacrée à notre retour sur enquête est consacrée avec Fabien Escalona et Martine Orange au contrat qu'il y a eu entre l'État et les concessions autoroutières. À bientôt, au revoir.